Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on le fait d'ailleurs, là, je fais moi-même un disclaimer pour commencer. On enregistre le podcast un peu d'avance, c'est à mon tour de tomber en vacances, donc je vais être à l'extérieur du pays sans accès à un micro assez potable pour faire un podcast de qualité, là. Donc la situation où Gab a fait quelques semaines de vacances, vous vous souviendrez, là, durant la pandémie, en France entre autres, et on avait peut-être un petit peu moins de mouvement dans les marchés. Présentement, on sait qu'en enregistrant d'avance, alors qu'à chaque jour, on voit une banque de plus qui souffre, Clairement. ça peut amener à ce que d'ici au début de la semaine prochaine, on se retrouve dans un contexte un peu différent. Donc, pour information, juste contexte historique, on enregistre en ce 15 mars au soir, là, ce mercredi 15 mars au soir. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est certain que, à mon avis, il va y avoir beaucoup de mouvements qu'on va voir encore dans les prochains jours. On vous fait, dans la même trame d'actualité, là, quelque chose qui se passe aussi très récemment. C'est passé en fait aujourd'hui principalement. On va vous faire un petit au son de la cloche pour commencer et pour changer un peu de la donne, ne pas juste vous parler des bank runs et des banques qui sont mises à mal par du financement ou par une gestion de liquidité un petit peu en deçà des attentes. On vous fait également un place au débat qui est assez différent, mais on peut s'entendre, je pense, Gab et moi, que c'est quelque chose de tout de même intéressant. On en parlait en fait même en off après l'enregistrement de l'épisode de cette semaine, donc techniquement, je pense qu'il y a du bon matériel à faire. Avant toute chose, et étant donné qu'à nouveau, nous allons parler du sujet de l'heure et donc de compagnies listées dans le domaine de la finance, je pense que c'est intéressant et très pertinent, comme toujours, que tu fasses le disclaimer de début d'épisode. Ouais, je pense qu'effectivement pour aujourd'hui, il va être particulièrement important. Comme on l'a fait dans l'épisode précédent, évidemment, vous le savez, tout ce qu'on parle dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation de placement. Contactez un expert si vous avez besoin des questions d'aide ou vous avez des questions sur votre profil personnel. Quiconque aussi est autorisé pour pouvoir vous donner des recommandations d'investissement. Comme tu l'as dit, JP, ouais, un podcast un peu particulier parce que effectivement, c'est vrai que le timing fait qu'il se pourrait que les choses changent matériellement entre la date où on enregistre puis la date où il sera posté. Donc normalement, ça devrait être lundi prochain. Donc normalement, je ressors mon calendrier là, mais ça s'agirait probablement soit du 20, soit du 21. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui changent. Soyez pas surpris si c'est le cas et qu'il y a des choses à apporter, vous pouvez nous les rajouter dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai remarqué, et ça, JP, je te fais une annonce, parce que tu n'es pas au courant, j'ai découvert que maintenant, en fait, la plateforme qui nous permet de publier en fait les podcasts nous permet de rajouter sur Spotify des petites Q&A. Donc, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez les écrire directement sur Spotify, puis nous, on les reçoit en fait directement dans notre espèce de boîte courriel, etc. Donc, si jamais vous avez des questions et que vous voulez tester cette fonctionnalité, faites-le. Puis ça me fera plaisir aussi de voir comment ça fonctionne, parce que moi-même j'utilise Apple Podcast, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je serais curieux de voir en tout cas ce que ça donne. Certains diront, je dois dire, certains diront que c'est par ma volonté et mon rappel constant que les plateformes audio avaient un manque au niveau des commentaires, qu'il y a des mouvements qui se font maintenant chez Spotify. Donc, je suis bien heureux. En fait, je vais prendre présentement le mérite clairement que le CEO de Spotify nous a écoutés. Donc, je le remercie de nous écouter. Je suis sûr que depuis sa Finlande ou Suède natale, s'est dit, tiens, écoutons ce franco-canadien qui est Jean-Philippe pour aller tirer effectivement tout ça. Là, mais bon, trêve de plaisanterie, je pense qu'on est prêt effectivement pour un podcast un peu particulier, vous verrez, côté actualité puis côté débat. C'est un nouveau, c'est même pas un format, mais je pense à un nouveau thème qu'on va aborder. Et puis, vous nous direz ce que vous en pensez, pareil, dans les commentaires. Là. Exactement. Donc, commençons là, avec le premier segment, le au son de la cloche. Parfait. Donc, bon, je l'ai mentionné, là, on veut continuer un peu sur la trame de ce qui se passe dans le système financier. On a parlé dans l'épisode de la semaine passée de SVB. Et pour la première fois, je dois dire, là, je me sens presque comme une personne qui travaille pour les nouvelles parce qu'on a presque un spoiler pour nous, du moins. Ça vient de sortir, ça fait à peine une demi-heure qu'on a vu la nouvelle paraître là, au niveau de CNBC qui présentait un peu là, qu'est-ce que Crédit Suisse va faire. En fait, vous le savez, là, au début de la journée aujourd'hui, en ce mercredi 15 mars, comme on mentionnait, le Crédit Suisse a fait les manchettes, a été mis à mal très rapidement. Là. On en avait déjà parlé dans un épisode passé sur leur transition stratégique, leur recours
à de la dette quand même de manière assez conséquente, là, des prêts qui soudainement n'étaient pas très très favorables pour leur liquidité. Donc on avait une banque qui ne se portait pas très très bien et en plus faisait des grandes transitions. On avait parlé également qu'il y avait eu des pertes au niveau de certains fonds liés à Crédit Suisse. Donc c'était pas une banque qui se portait très bien. Le cours, et je sais que Gab, tu pourras en parler un peu plus sur le cours boursier, n'était pas nécessairement dans une tangente très favorable non plus dans les derniers mois, dernières années. Mais le contexte a un peu amplifié qu'est-ce qui se passait et ben, Crédit Suisse se retrouvait non seulement dans un contexte similaire à SVB, donc avec des enjeux de liquidité et aussi une certaine une perte de confiance de la part de leurs déposants. Mais en plus de ça, c'était pas seulement basé sur la détention de bons du Trésor, comme on l'expliquait justement dans l'épisode de la semaine passée. C'était également leur structure présentement de capital qui n'était pas très favorable. Encore une fois, une entité qui avait beaucoup de dettes et qui investit beaucoup dans la fameuse transition qu'on avait parlé dans l'épisode passé. Et donc là, Crédit Suisse aujourd'hui faisait les manchettes, comme on mentionnait, pour essayer de trouver des nouvelles sources de financement. Il y avait eu là, la sortie au tout début de la journée que le principal actionnaire, là, qui est le fonds, la Saudi National Bank, avait refusé là, d'acheter des nouvelles parts dans la compagnie. En partie, le raisonnement derrière ça était on ne veut pas dépasser le fameux seuil, je crois, de 10% où il y aurait des besoins réglementaires supplémentaires pour Saudi National Bank. À mon avis, il y a aussi un petit côté que ben, Crédit Suisse n'allait pas très très bien, le cours boursier n'allait pas très très bien non plus, donc je pense pas qu'ils voulaient augmenter leur exposition. Donc Crédit Suisse se retrouve un peu dans le trouble avec soit du capital en termes de capitaux propres qui n'était pas vraiment accessible, du financement, il n'allait pas l'augmenter. Il y avait déjà comme on disait, du financement sous forme de dette qui, autant en devise US qu'en euros, là, qui était déjà très pesante sur leur balance sheet. Et c'est un peu dans la même logique qui est arrivé avec SVB. Euh, il y a eu là, la Banque centrale suisse qui va aider, là, et le montant qui est sorti, on parle de 50 milliards de francs suisses ou 53,68 milliards de dollars qui va être fundé là, au niveau de Crédit Suisse pour justement l'aider. En fait, pourquoi est-ce qu'on voulait en parler? C'est que c'est un montant qui est vraiment incroyablement élevé là, en sachant que Crédit Suisse n'est pas tombé présentement là, et va être encore une fois backé par le gouvernement et par la Banque centrale suisse, mais ça montre l'ampleur du problème réel. On en parlait depuis le début de la journée de Crédit Suisse et il y avait des raisons s'ils ont eu besoin de demander 53,68 milliards de dollars US pour aider justement leur situation. Ce n'est pas rien. Je pense que c'est un peu là où on a un problème et en fait, c'est là où l'amplification de ce qui se passe au niveau du secteur financier peut semer le doute, peut semer un peu la crainte, c'est de voir que bon, ben, Crédit Suisse, on a quand même une augmentation assez drastique de passer de SVB à Crédit Suisse. L'ampleur de Crédit Suisse à travers le monde, c'est le genre d'entité qui ne peut pas tomber. Sinon, là, oui, on peut parler de crainte et d'amplification assez massive, là. Donc, un peu dans la même trame que ce qu'on parlait, je pense que Gab, tu pourras embarquer là-dessus si tu le désires, là. Je pense que c'est pas mauvais de voir que, bon, à nouveau, il y a les gouvernements et les banques centrales qui sont embarqués, cette fois-ci au niveau de la Suisse, pour aider Crédit Suisse. On sait que c'était une banque, encore une fois, qui avait eu des décisions un petit peu problématiques, qui avait eu de la performance justement problématique et une transition très pesante. Mais c'est bien de voir que la réaction a été rapide. Espérons-le que ça va à nouveau avoir un effet d'apaisement. Là, on est rendu outre-mer, on est rendu en Suisse, mais comme on l'a dit, la banque et la Crédit Suisse est partout, là. Mais moi, je vois ça un peu favorable. La réaction a été rapide. C'est sûr que c'est le fameux terme que tout le monde a peur. On en parlait. C'est le terme bail-out qui est un peu encore arrivé avec ce qui est sorti dans les dernières minutes. Mais encore une fois, c'est un peu ça le système financier. Il faut calmer les choses et si c'est l'intervention du gouvernement que ça prend, ce n'est pas parfait, ce n'est pas la meilleure décision, ça va entraîner maintes et maintes débats pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça c'est certain. Mais ça prend ça parce que sinon, ben, c'est quelque chose qui peut être littéralement un feu de paille assez rapide s'il n'y a pas d'action rapide. Surtout pour des banques de l'ampleur de Crédit Suisse, là. Ouais, bah oui, surtout que Crédit Suisse, comme tu l'as dit, c'est quand même. Si elle venait à tomber, ce serait la plus grosse, en tout cas, faillite ou défaut tu sais, d'une banque dans l'histoire. En sachant, pour vous donner un peu un ordre de grandeur au niveau des chiffres, vous vous souvenez, on en avait parlé lors du présent épisode, la Silicon Valley Bank, c'était à peu près 200 milliards. À l'époque, la Washington Mutual, quand elle est tombée en 2008, c'était à peu près, à mon souvenir, c'était à peu près 300 milliards de dollars américains. Au niveau des actifs, hein, je parle bien. Là. Comparons des pommes avec des pommes. Là, au niveau de Crédit Suisse, on est aux alentours des 530 milliards de francs suisses. Donc, si ma connaissance est à peu près correcte, en tout cas du franc suisse, je crois que il est plus fort que le dollar américain. Là. Donc, on parle d'à peu près, allez, faisons des règles de 3, là, de tête, là, ça fait à peu près 600 milliards de dollars américains.
qu'évidemment c'est considérable, et évidemment on ne veut pas évidemment arriver à ce scénario où cette banque-là irait chuter, parce que là pour le coup ce serait très problématique. Ça irait, je pense, perdre toute la réputation, la confiance qu'a la Suisse, qui est aussi un peu ce côté garde-fou en fait du système financier. Rappelons, on en avait déjà d'ailleurs fait un épisode il y a pas si longtemps en fait, justement sur la Suisse, le fait que ce soit une nation aussi développée économiquement, justement par son secteur financier qui est évidemment très stable, qui est évidemment alimenté quand même pas mal par l'argent, on va dire, pas forcément légal, là, mais bon, c'est quand même, c'est vu toujours comme une espèce de sécurité en soi, la Suisse, et tu vois, au 31 décembre, les actifs, alors j'ai fait la conversion entre-temps, là, ça vaut 574 milliards de dollars américains, donc c'est énorme, évidemment. Et puis, à notre échelle, on se dit, bon, bah, t'auras jamais ça, bah oui. Ou si tu l'as, bravo, félicitations, je te le souhaite de l'avoir. Mais c'est vrai que tu l'avais bien dit, JP, les problèmes de Crédit Suisse, ça fait longtemps qu'ils existent. Ça fait longtemps qu'il y a malheureusement assez peu de solutions. Mais ce qui se passe en ce moment avec le côté SVB, plus espèce de panique du côté des investisseurs institutionnels qui souhaitent retirer de Crédit Suisse, notamment, tu l'as dit, les Saoudiens qui, évidemment, ne sont pas les plus à plaindre, et ben ça prouve, si tu veux, qu'ils ont perdu la confiance de cette banque-là. Alors, tu vois, même d'un point de vue marché, si on se base évidemment sur les chiffres observables en fait sur le marché, et ben la capitalisation de Crédit Suisse, elle a fondu quand même en l'espace de 5 ans, elle était divisée par 5, donc passant à peu près aux alentours de 45 milliards de francs suisses à environ 9 milliards à l'heure où on se parle. Donc, tu vois, pour te dire que ça a énormément fondu, puis même à l'heure où où je tourne l'épisode, je vois que c'est en dessous des 7 milliards de francs suisses. Donc, c'est-à-dire qu'elle a complètement fondu. Et de l'autre côté, les autres banques du secteur financier, au contraire, leur capitalisation a explosé. J'ai pris un exemple là, dans mon petit calcul pour se donner un échelle de comparaison, mais par exemple la Banque nationale du Canada dont on parlait, on parlait il y a quelques minutes, là, en fait en off, eh ben, elle a quasiment augmenté sa capitalisation par 50%. Donc tu vois, c'est des banques régionales en termes de taille. On ne parle pas de méga banques, parce que c'est clair que les méga banques américaines, par exemple comme Bank of America, eh ben, leur capitalisation c'est quasiment 300 milliards de dollars, 280 milliards si je ne m'abuse pour Bank of America. Donc évidemment, c'est des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Donc Crédit Suisse a raté, on se souvient, et ben en fait l'arrivée en fait de ces fameuses méga banques qui sont capables effectivement de servir différents types de clients, notamment des clients de dépôt, mais aussi des clients d'investment banking, du private banking, de l'assurance, etc. Ce qui fait qu'elles sont tellement diversifiées, qu'elles font tellement plein de choses en même temps, et ben qu'en fait elles sont indispensables aujourd'hui. Crédit Suisse malheureusement est resté très cantonné dans sa clientèle niche qui est de la banque privée, la gestion de portefeuille, puis on le sait bien aussi tout ce qui est activité de investment banking. Bon, on se rappelle, c'est en gros les banquiers des entreprises, mais qui s'occupent de placer des titres sur les marchés financiers, donc de proposer de vendre, si tu veux, de nouvelles actions de compagnie ou des nouvelles dettes auprès des marchés financiers. C'est comme un placeur, comme un courtier en fait, pour ces entreprises-là, pour qu'elles récoltent des capitaux. Donc, Crédit Suisse a raté ce virage-là et justement est passé bien derrière en fait les banques américaines. On sait qu'elles sont beaucoup plus à l'avant-garde aujourd'hui sur les marchés financiers. Et même les autres banques européennes qui ont été parmi les autres banques européennes, et c'est celle qui a raté vraiment le plus la coche, malgré que les autres soient pas dans la meilleure des formes. UBS, Deutsche, c'est la même chose, mais les Européens ont été largement au-delà, évidemment, de ça. Donc, je parle par exemple de Société Générale, BNP, euh, par exemple la Barclays, etc., la Lloyds aussi de Londres. Donc, qui ont été beaucoup plus à l'avance, évidemment, de ce groupe financier-là. Et évidemment, ça fait craindre effectivement du fameux bail-out. Est-ce que la Suisse, gouvernement qui est très libéral normalement, va être capable d'aller sauver en fait le cul des banquiers? Je ne sais pas si réellement ça va fonctionner là. Donc, on va continuer d'aller observer ça pour le coup dans les prochains jours. Exact, parce que tu sais, ce qui est quand même bien, et si on le voit assez vite, les banques qui sont mises à mal avec l'information qui est publiée à chaque quarter, on le voit très bien présentement.
La majorité des banques au Canada et aux États-Unis, d'en nommer quelques-unes, autant aux États-Unis, au Canada, même chose en France. On en parlait dans l'épisode de la semaine passée. Dans le pire des cas, on voit une perte dans les derniers jours depuis l'annonce de SVB, dans les alentours du 3 à 7, 8% peut-être. Là, pour la majorité, c'est peut-être la moyenne qu'on voit, grosso modo, pour autant les grandes banques que les banques de plus petite ampleur, t'en nommer quelques-unes également. Mais on voit que ces banques-là, oui, c'est sûr que le système financier mondial est affecté, mais les extrêmes, on les voit comme SVB, on les voit comme Crédit Suisse. Crédit Suisse a perdu, je pense, à peu près un 20% facile juste depuis les derniers jours. Donc là, on voit la marge assez nette entre les banques qui ont des résultats ou des statistiques qui sont sorties au niveau du funding qui sont clairement pas bons. Les analystes le voient et le savent, et les investisseurs le savent également. Donc c'est là où on peut déjà voir un peu la granularité d'où est-ce que le système financier se situe, où est-ce que en fait, les banques mises à mal peuvent sortir. Mais on le rappelle, c'est un peu la beauté des choses. C'est la même chose qu'on mentionnait dans l'épisode de la semaine passée. Les grandes banques américaines, les banques canadiennes, les banques françaises sont quand même dans des systèmes qui semblent tenir et sont également adossés de gouvernements et d'entités de dépôt, de protection de dépôt qui sont très stables, qui sont plutôt bien fondées et qui ont été gérées du moins de manière adéquate. Donc c'est ce qui est bien. C'est que je pense que oui, Crédit Suisse montre l'envergure de certaines banques qui sont mises à mal, mais on peut juste le regarder présentement avec les résultats juste en pourcentage au niveau des cours boursiers dans les derniers jours et on peut déjà mettre le doigt sur qui va vraiment plus mal que les autres. C'est pas très très compliqué et au moins on ne voit pas nécessairement ça au Canada tant que ça, ni aux États-Unis en termes de grandes banques d'envergure. Même chose pour la France. Intéressant à suivre. On ne veut pas vraiment entrer plus dans les détails parce qu'on n'a pas énormément d'informations. Je pense que Crédit Suisse a beaucoup de démarches à faire pour cheminer, mais encore une fois, un adossement, le moindrement par la Banque centrale ou par le gouvernement. On verra qu'est-ce qu'ils font. Ce qui est intéressant, et peut-être que tu as un point à rajouter, Gab, également, là, mais il ne faut pas oublier que oui, l'accès à des bail-outs, l'accès à des sources de financement de différentes manières par les banques centrales, par exemple, implique que ces fonds-là doivent être utilisés adéquatement. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir. L'exemple de Crédit Suisse est pertinent parce que par rapport à SVB qui est tombé, Crédit Suisse va pouvoir agir avec les capitaux qu'ils obtiennent parce que cette banque-là continue à opérer. Donc, il y a des démarches à faire avec ces fonds-là, avec ces dizaines de milliards qu'ils ont obtenus, qui va être pertinent. Il faut que ce soit utilisé de manière adéquate pour rebalancer adéquatement les états financiers, le balance sheet. On verra la suite. Mais encore une fois, je reste très optimiste à certains égards sur le fait que, bon, je ne vois pas ça comme étant négatif. Sûr que on œuvre et on s'intéresse au secteur financier. Je l'ai dit, les bail-outs, c'est pas très, très sexy, entre guillemets, là. Mais c'est pas mauvais, au moins pour la stabilité du système financier mondial, ce qui me rend plutôt paisible. Ouais, si je peux rajouter juste une dernière information peut-être, puis avant de comment dire, peut-être de rendre l'antenne, en tout cas pour ce premier segment là, c'est quand même bon la réaction quand même en termes marché de cette annonce de côté Crédit Suisse, puis plus généralement de SVB, etc. Ce qui se passe ces derniers jours, et ben c'est quand même les fameux taux souverains ont finalement baissé, hein, puisqu'on voit que finalement les taux d'intérêt ont commencé sur les marchés à baisser, puisque par exemple le taux 5 ans, souvent qui sert d'indicateur, taux des conditions de crédit en fait, généralement à travers le système financier, et ben, a perdu en l'espace d'une semaine quasiment 780 points de base, donc à peu près 0,77%. Si on reparle en termes pourcentage, là c'est plus facile. C'est quand même assez important, tu vois. Donc ça veut dire que les conditions de crédit, ça y est, on a la conscience que ça y est, les taux vont finalement baisser, ou au moins se stabiliser. Le fameux hard landing, bon bah il va peut-être s'arrêter là, peut-être que ça y est, l'avion s'est crashé, on essaie de sauver les passagers qui ont réussi à résister à la secousse là. Donc c'est un peu ça qui risque d'arriver. Et ce qui va continuer à intéresser quand même les investisseurs, bah, c'est les fameux Scott Moody's. Je trouve qu'on n'en avait pas beaucoup parlé d'ailleurs, ça sera un sujet peut-être qu'on pourra refaire dans un autre épisode là, des fameux codes de crédit, etc. Comment ça marche, etc. Comment c'est analysé, etc. Eh ben, tu vois, Moody's a commencé oui, à donner un outlook plutôt négatif, mais ça reste quand même une entreprise. À l'heure où on se parle, Crédit Suisse, tu vois, je viens de ressortir le rating, c'est un A3, donc c'est l'équivalent en fait d'un A-, là, avec les cotes de Standard & Poor's. Donc c'est quand même pas non plus catastrophique. Et si on parlait d'une cote, par exemple, double B ou single B, là c'est clair qu'on commencera à se dire, bon, ça vaut plus rien, tu vois. SVB, par exemple, commence à tomber dans cette catégorie-là parce que
évidemment, c'est des codes de crédit non-investment grade. Donc ça veut dire que c'est des obligations en français de pacotille. Là, on est quand même encore dans une obligation qui est quand même assez stable. C'est pas terrible pour une banque, évidemment, à moins, là, mais ça n'empêche quand même que ça reste encore une obligation qui est tout à fait pertinente. Donc, c'est pas encore une obligation qui est entre guillemets en défaut. Donc, à suivre, voir ce qui va se passer, comme tu as dit, JP. Bon, malheureusement, je pense que à l'heure où on se parle, on n'a pas non plus toutes les informations aussi pour pouvoir dire est-ce que ça va péter. Si, entre-temps, lundi prochain, quand on recevrait le podcast, Crédit Suisse aura fait faillite, bah écoutez, ça fut un plaisir. En tout cas, on aura peut-être été trop optimiste ou peut-être trop pessimiste. Vous me direz ce que vous en pensez là, mais je pense qu'on peut passer, qu'est-ce qu'on dit, JP, aux places au débat de Absolument. cette semaine. Absolument. Tu sais, moi, je le répète, le dicton, et on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Présentement, je pense qu'on continue de voguer dans les prés, donc espérons que ça continue comme ça et que je ne sois pas en vacances et un retour de vacances la semaine prochaine avec rempli de plusieurs sujets de podcast pour les prochains mois, espérons-le. C'est mieux que l'on puisse faire de la variété que de parler du secteur financier trop souvent. Et effectivement, passons au deuxième sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Bon, je pense que du coup, le sujet effectivement de cette semaine, ce sera pas sur l'économie de la Floride, puisque Non. ça va. Maintenant, tu vas devenir un expert, je pense, la semaine prochaine avec ça, là. Non, effectivement, on va faire un topo. On l'a brainstormé. En fait, il y a eu, vous savez comment on fonctionne. Là, on a des idées de sujets et on les brainstorm un peu au préalable. Et il y a des droits de veto universels, respectivement, autant du côté de Gab que de moi. Je le cache pas, je voulais parler plus spécifiquement de Prime Hydration de Logan Paul et KSI, donc parler un petit peu de comment est-ce qu'une compagnie peut être lancée par une entité qui s'appelle Congo Brands, pour ceux qui connaissent, et qui utilise des influenceurs en leur donnant des parts ou un pourcentage de la compagnie pour, après ça, en faire ce qui s'avère présentement être une compagnie d'hydration tout à fait louable par rapport au Gatorade et au Powerade de ce monde. Le veto a eu lieu, donc on a extrapolé un peu plus et on va aller plus large. On veut parler là, du sponsoring dans le monde des médias sociaux un peu. On en parlait également, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, là, juste après l'épisode enregistré pour cette semaine, pour la semaine passée en fait, pardon. Et on se rendait compte qu'il y avait quand même du bon matériel à faire, de douter, de dire si on est influenceur et on fait par exemple des vidéos YouTube ou on est sur Twitch ou peu importe dans quel type de médias vous en faites, que ce soit même les TikTok de ce monde, etc. On se rend compte qu'il y a un peu une tendance pour certains des grandes superstars avec un paquet d'abonnés à accepter un peu n'importe quel deal, n'importe quel brand deal qu'ils peuvent obtenir. On en parlait, les Raycon de ce monde, les Blue Chew de ce monde, les Raid Shadow Legend, peu importe quel truc, on dirait que d'un vidéo à l'autre ou d'un stream à l'autre, c'est complètement et c'est diamétralement opposé à ce que c'était la semaine précédente. Ça nous amène à se questionner un peu à quel point est-ce que des compagnies, justement, qui ont des produits qui sont de base, peuvent à ce point-là amplifier leur performance et leur vente en adossant ça à des influenceurs qui ont une base et un public et une fanbase qui est tellement, mais tellement attaché à eux, qui sont prêts à faire n'importe quoi autant. Tu sais, moi, on en parle, là, quelqu'un qui fait un stream, puis qu'il y a des personnes qui s'assoient à les écouter en leur donnant des dons, alors qu'il n'y a aucune nécessité de donner des dons à une personne qui fait des streams. Ça prouve encore une fois à quel point il y a des fervents qui suivent les influenceurs. J'en parlais au début, Prime Hydration est un excellent exemple, une compagnie qui a fait, je pense, 250 millions en retail sales à leur première année, devient de plus en plus un joueur pertinent, entre guillemets, là, dans le monde des boissons, des hydration drinks et des boissons énergisantes également. Mais ça reste que c'est parti d'à peu près rien avec une idée de, je pense que c'était un ou deux, justement, hommes d'affaires qui ont décidé de dire ben, pourquoi pas donner 20% chaque à Logan Paul puis à KSI, qui vont devenir un peu les représentants de vente universelle. Et puis allons-y comme ça, on l'a vu avec également on en parlait, les compagnies qui vont prendre n'importe quel stream ou n'importe quelle personne sur TikTok et qui vont leur donner un montant pour une vidéo, pour un placement de produit. Mais on le voit aussi avec l'intérêt des personnes comme MrBeast, avec le MrBeast Burger, avec j'oublie le nom, là, les Feastables ou je sais pas trop quoi, là, le truc de chocolat. Il y a un groupe également de YouTubers, je pense en Grande-Bretagne, là, Sidemen, qui ont parti une vodka, qui ont parti également Sides, qui est une marque un peu similaire là, de fast-food ou de restauration rapide. Donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt et il y a une base de cash énorme dans les fanbases de ces influenceurs-là. Et ça amène à se douter justement
Oui, le niveau moral qui vient avec ça. Est-ce que littéralement la majorité des grands influenceurs qui veulent vivre de ça et devenir riches, c'est rich and famous littéralement, qui seraient prêts à accepter et à brander n'importe quoi? Je pense qu'il y a des crypto scams qui sont intéressants aussi. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Donc, je pense, Gab, également que tu as ton avis, là-dessus. Moi, ma position, c'est simple, c'est que je pense que certaines personnes et certains influenceurs de grand public vont être prêts à accepter n'importe quoi, n'importe quand, même si ça peut avoir un impact négatif si jamais le projet plante. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Ils savent qu'ils peuvent très bien, dans 2 mois, c'est mis sous le tapis puis repartir avec un nouveau brand deal comme si de rien n'était. Je doute un peu de la moralité de certains influenceurs. Non, bah tu l'as bien dit, effectivement, JP, puis je voulais sortir, en fait, ce format-là. En fait, on voulait, à l'origine, faire plus comme un espèce de haut son de la cloche, justement, sur ce phénomène-là, mais je pense que c'est plus, en fait, une question de débat, puis plus une discussion aussi avec les auditeurs, aussi, voir ce qu'ils pensent aussi de ce phénomène qui devient de plus en plus important, qui est celui du placement de produits, hein, tout simplement. Bon. Alors, c'est pas un phénomène nouveau, puisque en fait, depuis l'invention de la télé, évidemment, ça existe. Hein. On sait que souvent, on essaye d'associer en fait des marques avec des personnages célèbres. On l'a vu assez récemment, ouais, par exemple, Tom Brady qui était, par exemple, avec FTX. On sait qu'il y a eu énormément de stars qui ont fait des pubs avec des grandes maisons, par exemple pour des parfums, pour des vêtements, etc. Ils se font payer évidemment la plupart du temps même des vêtements. On sait que les grands couturiers aussi de ce monde payent évidemment en vêtements, avec des vêtements gratuits, les plus grandes stars pour savoir qu'en fait ils sont habillés par tel créateur, etc. Donc c'est pas un phénomène nouveau, puis c'est un truc qui existe en fait depuis longtemps. Ce qui est nouveau, en revanche, depuis environ 5-6 ans, parce que c'est quand même un peu plus récent pour ça, et ben c'est dans le contexte en fait des vidéos en fait sur Internet, puisque aujourd'hui YouTube a remplacé complètement en fait les médias traditionnels comme la télévision, puisque on va pas se le cacher, je pense que, chers auditeurs, on est assez peu à regarder la télé tous les jours, puisque moi, par exemple, je la regarde quasiment jamais en fait. Euh, Aujourd'hui, YouTube a remplacé effectivement la plupart des trucs que j'écoute là, même les podcasts, etc. Toutes les émissions de radio, etc., télé, je les écoute effectivement par podcast. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu tellement un média important et que ces nouveaux influenceurs sont devenus un peu comme les personnes de la télé-réalité en début des années 2000, des personnages célèbres, etc., qui ont une vraie influence. Et cette influence-là, elle se monnaie effectivement très cher, puisque on sait que, par exemple, une story peut coûter jusqu'à 10 000 dollars, par exemple, sur un des feeds très connus, hein, notamment des stars justement de la télé-réalité ou de l'influence qui peuvent monnayer ça très très cher. Et la question est de savoir, bon, est-ce qu'on était prêt à vendre, pardon de l'expression, mais ton cul pour 10 000? C'est toute la question, en fait. C'est plus un débat, je pense, d'ordre d'éthique, parce que savoir, est-ce que tu as envie de vendre de la merde, pardon, parce que malheureusement, c'est vraiment le cas. Hein. Des fois, on voit des placements de produits qui sont complètement atroces, là, pour des produits souvent qui sont trouvés dans du dropshipping, dans des espèces d'escroqueries sur Internet, où en fait, ce sont des produits chinois, puis ils te le vendent 10 fois le prix. Puis finalement, en fait, ils te font une marge terrible juste parce que c'est ton influenceur qu'on a parlé, puis ce sont des produits en plus de mauvaise qualité. Et ben là, c'est vrai que c'est pas éthique, tu vois. En revanche, bon, alors après, si c'est bien fait, je pense, et si c'est quelque chose, tu vois, qu'on ne contribue pas négativement à la création de contenu, comme on peut voir par exemple sur Internet. On parle souvent, de Johnny Harris, on les cite souvent, là par exemple, je sais pas, Wendover Productions, Polymateur, etc. Tout ça, ce sont des créateurs qui font du contenu de grande qualité. Et moi, ça va pas me déranger, tu vois, si t'as 15 secondes, on parle de NordVPN ou de, je sais pas, de Squarespace, ou je sais pas, à chaque fois c'est ceux-là, là, mais où ils vont te dire, bon, voilà, c'est sponsorisé par ça, si t'as envie de créer ton site internet, bon, t'as ça. Je vous le précise, d'ailleurs, ce segment n'est pas sponsorisé, hein, ne vous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Je vous le garantis, là, vous voyez pas ma tête, là, mais je lève la main droite. On n'a jamais été payé pour ça. Puis moi, je refuse d'être payé déjà pour des questions, je pense, même de tranquillité personnelle, puis plus de conformité, en plus avec notre travail dans la vraie vie. Là. Donc, tu sais, j'ai pas envie de devoir déclarer quoi que ce soit, d'avoir des liens d'intérêt vers quelque chose d'autre. Pour ma propre éthique personnelle, je trouve que c'est important de rester indépendant.
Et on voit que justement, pour le coup, dans les podcasts financiers, on voit énormément de merde, comme par exemple des recommandations de crypto, ou de Mhm. trucs, de projets complètement pourris qui font aucun sens, de placements immobiliers ou de placements bizarres, sans pour autant qu'en fait, réellement, ça a une vraie plus-value. Donc, moi, je pense que c'est une question d'éthique et je pense de tranquillité d'esprit aussi qui est derrière. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, peut-être qu'on pourra continuer avec ce que tu dis, JP. Ben, exact. Tu sais, je pense un des points qui était pertinent que tu soulèves, c'est que c'est vrai que c'est un écosystème. Tu sais, je peux avoir une opinion très, très arrêtée sur le fait que certains influenceurs vont être prêts à accepter tout, mais c'est vrai qu'il y a du contenu tout à fait de qualité et des influenceurs qui même vont uniquement accepter des sponsors qui sont tout à fait cohérents avec leur contenu, tout à fait cohérents également avec leurs valeurs. Donc, je pense que tu sais, c'est un peu là où il y a de tout. Par contre, ma crainte est vraiment le fait qu'il n'y a pas beaucoup de formes de législation sur ces plateformes-là lorsque vient le temps d'avoir des partnerships qui sont à l'extérieur des AdSense de ce monde, etc. Là, on sait que, par exemple, YouTube et Google contrôlent, même chose pour Amazon et Twitch, là, vont contrôler qui peut faire de l'advertisement là, pour leurs trucs qu'ils vont faire sur les vidéos générales. Mais lorsque vient le temps, au-delà de ce genre de publicité-là qu'on voit au début, au milieu, à la fin de vidéo ou dans des streams, euh, le fait que les influenceurs peuvent par eux-mêmes sélectionner des produits ou accepter des brand deals par eux-mêmes, pas beaucoup de législation. Et c'est là où moi, ma crainte, c'est, on sait très bien que dans le monde de l'Internet de nos jours, dépendamment du contenu, ça peut être à ce point un grand public que c'est des personnes, par exemple, d'âge mineur qui ne sont peut-être pas forcément supposées recevoir de la publicité pour certains types de produits, certains types de sponsors. Donc c'est là où j'ai peut-être plus de problèmes, c'est que ça fait quand même assez longtemps que ça reste comme ça n'a pas vraiment évolué. Et à part une auto-législation, il y a très peu de choses qui sont faites sur les plateformes lorsque vient le temps de dire, OK, ben le segment à l'instant, tu sais, Twitch et Amazon ne sont même pas au courant, mais j'ai accepté un sponsorship pour vous parler de EA Sport, par exemple, des trucs de même. Je me dis, OK, il n'y a pas beaucoup de limites qui empêchent des personnes qui sont prêtes à accepter n'importe quel dollar dans leur compte de faire ce genre de démarche-là. Et c'est là que j'ai peut-être quelques problématiques. Je pense que c'est une pertinence pour les plateformes, pas pour les influenceurs par eux-mêmes, mais pour les plateformes de contrôler non seulement ce que eux vont imposer ou vont mettre dans le format de AdSense, par exemple, mais également qu'est-ce que les personnes qui sont contractuellement liées à leur plateforme pour créer du contenu là, pourraient faire comme publicité. C'est mon point de vue. Je sais que c'est peut-être rêvé en couleur, puis je vois que Gab, tu me rappelles un peu ma vision lorsqu'on parlait de la guerre en Ukraine et de ce que la Chine faisait. Là. C'est un peu Kumbaya, mon approche. Là. Je le vois C'est ça, je j'allais le vois, j'allais je le te vois au travers de la caméra. Là. Donc, certes, je suis d'accord. C'est un peu l'utopie, ça n'arrivera pas. Mais c'est sûr que c'est un peu ça que je déplore. Et tu l'as dit, il y a plusieurs personnes au niveau des influenceurs que ça devient un travail complet. Et ils font ça pour n'importe quel dollar, n'importe quel denier qui peut rentrer dans leur compte, ils vont l'accepter et ils vont être prêts à mettre ça et à peinturer ça sur leur contenu sans aucun problème et sans aucun scrupule. Non, en fait, la question, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est adapté effectivement au contenu, puis est-ce que ça compromet pas ton objectivité? Je pense que c'est important. C'est clair que si tu as un conflit d'intérêt, c'est là où d'où l'intérêt de le déclarer, tu vois, c'est dans les standards éthiques, je pense que les conflits d'intérêt dans notre industrie ils sont inévitables. T'as pas le choix d'y passer. Des fois, tu reçois, moi, pas dans mon travail, là, mais ni je pense dans le tien, JP, mais dans Mhm. beaucoup de secteurs d'investissement, bah, tu as une rémunération qui est souvent plus liée à ton outcome, donc ce que tu fais, donc un peu comme une commission. Donc c'est clair que dès que tu as ce genre d'intérêt financier autre, eh ben, ça crée en fait un conflit d'intérêt. C'est pas toujours négatif un conflit d'intérêt, mais je pense qu'il est important que ce soit transparent, si tu veux, auprès de tout le monde. Alors, en tant qu'influenceur à notre petit niveau, moi, en tout cas, vous le savez, et ça, je vous le garantis, parce que je pense que dans tous les cas, j'ai pas vraiment le choix. Puis, même si je l'avais pas le choix, je pense que c'est important de vous le déclarer. Et c'est clair qu'on vous le dirait si jamais il y a quelque chose qui est sponsorisé. On vous dirait. Moi, je m'assurerais évidemment toujours que ce soit pas lié effectivement au résultat, qu'on n'aille pas mentir, qu'on ne pas dire ah putain, ça c'est génial, acheter des cryptos, ce token-là ou ce ICO, là on entend un peu moins parler, là c'est de la bonne, etc. En sachant même pas nous qu'on n'a pas testé le produit, etc. Je pense que c'est important d'être évidemment très objectif, puis ouais, que ce soit adapté à ton contenu, tu vois. Alors, je vais te faire rire, mais j'ai ce souvenir-là, c'est pour ça que je rigolais aussi il y a quelques instants en mute, là, mais
J'avais ce souvenir-là il y a quelques années, tu vois, un sportif que t'adores, mais Joe Wilfried Tsonga, est-ce que tu te souviens de lui? Oui, Celui qui a non, jamais gagné, là, mais franchement, respect, honnêtement, il a une grande carrière, mais je me souviens il y a quelques années, c'est lui qui, chez nous, en tout cas en France, c'est lui qui faisait la pub Kinder Bueno, et je trouvais que c'est absurde, parce que ça a aucun sens avec ce qu'il fait, tu sais, c'est un sportif, le gars, tu t'attends, tu sais, il faisait des pubs, par exemple, je sais pas, pour Babola, ou je sais pas, bah, hmm. t'es comme Federer, il faisait des pubs pour les Rolex, t'es bon, c'est le côté un peu premium, etc. Ça fait du sens, tu vois, mais là, je trouve que ça faisait aucun sens, c'était pas drôle, etc. C'était mal joué. Donc, tu sais, quand c'est bien fait, je trouve que c'est, au contraire, je trouve ça très bien, tu vois, il y a des chaînes même sur le YouTube francophones aussi, qui font des placements de produits qui sont même très drôles, tu vois, où toi-même en tant que, comment dire, que spectateur, tu te dis, putain, c'est vraiment drôle. J'ai un exemple là qui me vient en tête, là, mais Villebrequin, par exemple, tu sais, la chaîne de bagnole, d'ailleurs, je Mhm. vous recommande énormément la chaîne, franchement, ces gars-là, c'est génial ce qu'ils font, hein, tu sais, j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font, là. Et ben, à chaque fois, leur placement de produits me font mourir de rire, donc si tu veux, c'est complètement barré, tu vois. Ça fait partie intégrante, si tu veux, de leur épisode. Donc quand c'est bien fait, ben, je trouve qu'au contraire, c'est marrant, ça peut être marrant, drôle, etc. Puis c'est pas choquant, tu vois. Faut être transparent, puis voilà. Je peux en faire du contenu de qualité, tant que c'est fait de manière intelligente, ça peut même être plutôt vu positivement. Puis c'est vrai que ça peut permettre de combler aussi les revenus de créateurs où parfois le AdSense tu sais, ne suffit pas à combler les revenus. Vous le savez, nous, en tout cas dans notre côté, là, avec les podcasts, c'est pas ça qui rapporte, hein. Ça rapporte, je vous le déclare aujourd'hui, on n'a jamais touché le moindre centime avec le podcast. On fait ça par passion, donc moi je m'en fous de toucher de l'argent avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est de créer du contenu qui me plaît, puis de discuter aussi. C'est l'occasion d'avoir à chaque fois des petites discussions intéressantes. Vous nous direz pour le coup ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas si JP t'avait quelque chose à ajouter là. Non, mais tu sais, je pense que ça fait le tour. C'est un sujet qu'on avait gardé depuis assez longtemps, mais qui est assez pertinent, je pense, dans le genre d'industrie. Et c'est un peu un rappel, tu sais, faites attention et ne jugez pas seulement le contenu qu'un influenceur ou qu'une personne vous fournit, mais également peut-être regarder quelle est la moralité du genre de publicité également qu'il vous fournit, parce que c'est du contenu aussi, il faut le considérer. Donc, je pense que c'est important de prendre vos décisions de ce que vous écoutez. Tu l'as très bien dit, Gab. C'est ce contenu-là que la majeure partie de la population va utiliser. On salue nos grands-parents et les personnes plus âgées qui vont encore utiliser le câble et se faire pousser des Ah Citroën non, mur à et là mur. était encore très avancé, hein. Nous, chez nous, en France, en tout cas, là où je suis né, bah, tu sais, c'est encore l'antenne râteau, hein, tu sais, c'est avec le. T'as pas de câble, etc. Donc, non. Ou même la radio, tu vois. Je sais pas si les gens. Je pense pas qu'au Québec, les gens sont très radio, hein, au passant. Dans les déplacements, on rappelle le Québec est un pays Ouais. vaste, donc des personnes qui font de la route, effectivement, mettre la radio, ils n'ont pas trop le choix. Lorsque tu fais un petit Chibougamau, Montréal, et que t'as le temps de faire à peu près la moitié de la France. C'est vrai qu'il n'y a pas la 4G là-bas, donc c'est Non, vrai que ça, c'est c'est chaud. probablement un bon point. On salue d'ailleurs, c'est des auditeurs de Chibougamau, très beau coin Bonjour. d'ailleurs, effectivement. Mais je pense que ça fait le tour. Donc, sujet, encore une fois, on voulait faire un petit place au débat qui détendait un peu après les soubresauts des derniers jours et l'inquiétude globale avec le secteur financier. Je pense que c'était bien d'en parler. C'est également pertinent, tu le mentionnais, là, avec maintenant les Q&A sur Spotify. Là, je pense que c'est des beaux sujets, autant le premier, là, au son de la cloche, que le place au débat. Beaucoup d'opinions que vous pouvez nous partager également, donc n'hésitez pas à le mettre sur notre plateforme clé pour les commentaires. Donc, au niveau de YouTube, si vous avez apprécié le contenu, allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour les notifications. Je l'ai mentionné de manière publique. Allez dans la zone commentaire, partagez vos opinions, partagez des idées de sujets, partagez, encore une fois, n'importe quoi qui correspond à votre point de vue. Je pense que c'est bien, ça crée la discussion et tu l'as mentionné, c'était la base du podcast et ce l'est encore. Pour ceux qui veulent le faire de manière plus privée, vous avez toujours l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description. Donc, même chose, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, ben, pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, etc. Même logique, allez mettre des likes, allez mettre n'importe quelle forme d'appréciation si vous avez aimé le contenu sur ces plateformes. Allez vous abonner également aux J'allais chaînes. dire même plus, j'allais déjà cliquer bande de 1-1. Oui, non, ça, c'était Les vrais reconnaîtront. absolument, les vrais qu'on est trop. Tu m'en as appris des trucs qui sont un peu barjots liés à la France. J'ai appris la France pour votre information avec Gab, qui était un ancien collègue d'études et ancien coloc.
J'ai appris beaucoup le côté satirique français et non la France des oubliés, certains diront. Mais bon, trêve de plaisanterie. Donc, comme on l'a mentionné, bouche à oreille, n'hésitez pas si vous avez apprécié le contenu dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Partagez-le également à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Ça nous fait toujours plaisir de voir la communauté croître. Tu l'as dit, on le fait par plaisir, on le fait par passion. Et c'est toujours bien de voir que ce podcast-là continue de vivre et de croître d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et on arrive, comme on l'a mentionné, bientôt vers le 3e anniversaire déjà dans quelques mois. Je pense qu'il nous reste à peu près 3 mois et demi. Et ça va être déjà le 3e anniversaire complet du podcast. Donc, merci tout le monde pour vos écoutes. Merci Gab pour ta participation. Effectivement, les États-Unis m'attendent demain matin. Bonne semaine tout le monde. Salut.